pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. Déjà, il parle de nationalité. Comprenez que lorsqu'il dit que la nationalité, c'est du juridique, pas du culturel, il essaye simplement de faire croire qu'un passeport suffit à effacer un siècle d'histoire, de tradition et même de frontières mentales. Sauf que ça ne marche dans aucun pays du monde, ni dans les pays les plus ouverts, ni dans les pays les plus fermés. Dans la réalité, appartenir à une nation, ce n'est jamais juste d'avoir des papiers dans la poche, jamais de la vie. C'est partager les codes, une histoire commune, des fêtes, des références, des habitudes sociales et même des petits détails du quotidien que les autres enfants du pays comprennent. Un étranger naturalisé peut avoir un passeport, oui, c'est factuel, mais pour être accepté comme un membre de la communauté, il faut un tissu social solide. Se mélanger, vivre avec les autres, se marier dans le pays, partager ses traditions, être présent dans les rituels collectifs et j'en passe. C'est valable partout. Hein. En France, tu peux être naturalisé. Mais tant que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les Français râlent tout le temps, tu restes l'étranger du quartier. Aux États-Unis, tu peux avoir un passeport américain. Mais tant que tu ne fêtes pas Thanksgiving, tant que tu n'as pas mangé un burger dégoûtant à 2 h du matin, ou alors tant que tu ne passes pas ton temps à dire bro à tout le monde, on te voit encore comme quelqu'un d'ailleurs. Même au Sénégal, si tu ne sais pas comment répondre en Angaref, on te repère automatiquement. Bref, ce que j'explique, c'est que la nationalité, ce n'est pas juste un texte dans un dossier administratif. C'est un environnement humain dans lequel il faut s'intégrer. Vous, en Côte d'Ivoire, répondez à cette question. Dans les différentes émeutes, les différentes manifestations que vous avez faites contre le pouvoir, pour la justice sociale, contre la souffrance quotidienne, avez-vous déjà vu un Libanais à vos côtés? Avez-vous déjà vu un Libanais arrêté pour ces raisons, emprisonné comme vous parce que vous réclamez vos droits? Bon, personnellement, je n'ai jamais vu, ni dans des vidéos, ni dans des faits divers, jamais. Mais c'est pour ça que je demande vos témoignages. Peut-être comme moi, je ne suis pas sur le terrain, on va me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Donc, vous témoignez. Pensez-vous qu'ils ont le même rapport à la domination ou encore au colonialisme que vous, Ivoiriens? Je ne pense pas. Bien sûr que non. Ils n'ont pas le même rapport. Vu que c'est eux les colons. C'est une communauté bien organisée par la France pour servir de relais dans un pays noir avec des valets locaux qui dirigent le pays et qui permettent ce genre de choses. Et ne vous dites pas que ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, au Gabon, non, jusqu'en Haïti, hein. La même stratégie est utilisée et c'est là que son argument tombe à plat. Parce que le Liban, le pays dont il est issu, dont il est originaire, est justement un des lieux où cette logique est la plus forte au monde. En théorie, tu peux être naturalisé au Liban. En théorie. En théorie. En pratique, un noir, dans un miracle extraordinaire, même avec un passeport libanais flambant neuf, ne sera jamais perçu comme un Libanais. Même s'il a mis 500 ans dans le pays là. Au Liban, les noirs sont cantonnés aux travaux domestiques, surveillés sous le système de la kafala, jamais intégrés dans des familles libanaises et totalement invisibles dans la vie politique. Aucune femme noire au Liban ne peut espérer épouser un Libanais sans provoquer un scandale familial. Pour les hommes qui veulent épouser les femmes libanaises, soit on va l'éliminer au mieux, soit on va le mettre en esclavage au pire. Aucune personnalité noire, même libanaise, instruite ou naturalisée, n'a jamais dirigé une municipalité libanaise. Même les enfants nés au Liban, de parents africains, du moins d'origine africaine, mais de nationalité libanaise, parlant arabe, ayant grandi dans le pays, restent exclus, complètement exclus de la citoyenneté et considérés comme des étrangers éternels. Ce n'est pas une rumeur, je ne vous parle pas de cas isolés. C'est un fait social documenté pendant des décennies et jugé comme tout à fait normal. Et c'est là que la contradiction est énorme de la part de ce gars. Parce qu'il demande à la Côte d'Ivoire d'accepter un modèle d'intégration très large que le Liban n'a jamais appliqué à personne et certainement pas aux Africains. Autrement dit, il est en train de réclamer ici une ouverture totale qu'il sait parfaitement impossible chez lui. C'est comme si quelqu'un vient te dire, chez toi là, ouvre ta porte doit être grande ouverte. Tout le monde doit pouvoir entrer et sortir comme il veut. Alors que lui, devant sa propre maison, il a installé une barrière, un garde armé, 2 caméras et des chiens. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est le décalage entre ce qu'il exige des autres et ce que son propre pays refuse de faire. Et n'écoutez pas ces faux discours-là, que oui, même au Liban, parce que j'ai vu ça dans les commentaires de sa vidéo, si tu es naturalisé, bien sûr que tu peux. C'est faux, c'est très faux. D'ailleurs, il serait scandalisé d'apprendre qu'au Liban, il y a, je ne sais pas, un ministre noir, même si la personne en question est libanaise depuis des siècles.
Il serait très scandalisé. Après son argument fallacieux donc, il fait une comparaison totalement frauduleuse. Quand il cite les États-Unis, la France ou le Canada comme exemple, il essaie de faire croire que la Côte d'Ivoire devrait fonctionner comme des pays qui ont construit littéralement toute leur identité nationale sur l'immigration. Sauf que c'est un raccourci énorme. C'est un raccourci comique. Il fait ça pour nous embrouiller. Les États-Unis sont littéralement un pays de colons, bâti par des vagues successives d'immigrés européens, asiatiques, américains, latinos, africains déportés et j'en passe. Donc, on parle là d'un gigantesque mélange forcé et violent où la diversité fait partie de l'ADN même du pays. La France, elle, a une histoire coloniale qui a amené des millions de personnes à circuler dans son territoire, dans son empire, entre guillemets, créant un modèle d'assimilation dans lequel l'étranger devient français à condition d'adopter la culture nationale. Le Canada, c'est pareil. On parle d'un pays qui existe grâce à une politique migratoire volontaire, presque industrielle même, où on fait entrer des gens comme dans un centre commercial. Bienvenue, voici vos papiers, voilà votre job, installez-vous. Parce qu'ils ont quand même besoin de gens pour faire leur cotisation sociale. La Côte d'Ivoire n'a pas cette histoire. Qu'on arrête de nous prendre pour des chèvres. Elle n'a pas été construite par des vagues d'immigration européenne ou asiatique. Elle n'a pas kidnappé des millions de Libanais pour bâtir son économie. Elle n'a pas bâti sa constitution autour du multiculturalisme forcé. Et surtout, ce n'est pas un pays qui a choisi d'être melting pot. Non. L'Afrique de l'Ouest est historiquement une région où les identités culturelles sont profondes, ancrées, sensibles. Et là où la cohésion nationale est un chantier permanent parce que nous sommes constamment déstabilisés de l'extérieur et nous avons un très violent héritage d'esclavage et de colonialisme qui ont déstructuré nos pays. On ne peut pas demander à une nation de 63 ans, c'est ça? Une nation encore dans une histoire coloniale brutale actuellement, de fonctionner comme une puissance impériale vieille de 3 siècles. Non. Ce serait comme dire à quelqu'un qui vient d'apprendre à marcher, d'aller participer au marathon de New York. Et le plus ironique, c'est qu'il ne cite jamais le Liban dans ses comparaisons, alors que c'est le pays le plus pertinent s'il veut parler de réciprocité. Pourquoi? Parce que le Liban n'est ni un melting pot, ni un modèle d'intégration, ni un pays où les étrangers africains noirs peuvent devenir maires ou députés. Voilà. Au Liban, les communautés sont tellement séparées qu'elles ont chacune leur propre administration, leur propre quartier, leurs propres écoles et même leurs propres jours fériés. Ce n'est pas un pays d'accueil. C'est un pays composé de groupes fermés qui, chacun, protège leur identité religieuse communautaire comme un coffre-fort. On a même des cas. Les Palestiniens présents depuis 70 ans au Liban n'ont toujours pas la nationalité libanaise, même après 3 générations. Les travailleurs migrants africains, même nés au Liban, même parlant le dialecte local, n'obtiennent jamais la citoyenneté. Aucun noir, même naturalisé, n'a jamais exercé un mandat politique notable dans ce pays, contrairement à ce qu'il prétend en citant vaguement des Syriens et des Arméniens. Alors, venir dire à la Côte d'Ivoire, vous devez faire comme les États-Unis, alors que son propre pays n'applique même pas le 1% de ce modèle, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à son pays de faire comme les États-Unis? C'est se moquer de nous. Sa comparaison ne tient pas debout parce qu'il ignore volontairement la différence entre les pays qu'il cite, c'est-à-dire des nations façonnées par un choc historique d'immigration, et la Côte d'Ivoire, une jeune nation qui essaie encore de stabiliser son unité interne. Il utilise l'exemple des États-Unis et de la France. Non pas parce que c'est logique, mais parce que c'est flatteur. C'est une manière élégante de dire « ouvrez votre porte à tout le monde », alors que chez lui, la porte n'a jamais été ouverte à personne. À un moment donné, il nous sort que les Libanais sont là depuis 100 ans. Ils payent des impôts, ils créent des richesses et blablabla. Cet argument, en fait, c'est une sorte de miroir déformant. Et ça ne prouve absolument pas l'intégration. Lorsqu'il dit « nous sommes là depuis 1 siècle, nous investissons, nous créons des richesses », il essaie de transformer une présence économique en preuve d'intégration sociale. Sauf que être présent, ce n'est pas être intégré. Payer des impôts, ce n'est pas appartenir à une nation. J'ai payé des impôts en France. Je suis français. Vous de la diaspora africaine qui regardez cette vidéo depuis la France, les États-Unis, le Canada, vous payez des impôts dans ces pays-là, non? Vous tous vous payez les impôts, mais est-ce que vous êtes tous français, américains ou canadiens? J'ai un ami qui est allé au Canada, ça fait environ 3 ans par là. Il paye chaque mois 3 000 $ canadiens d'impôts, mais il est loin d'être canadien. Je peux vous l'assurer. Et je peux citer plein d'exemples comme ça.
Aussi, faire du commerce n'a jamais été un indicateur d'assimilation. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il essaie de mélanger ça. Sinon, les colons européens seraient devenus des Africains. Comme ça, du jour au lendemain. Les commerçants portugais, les commerçants français ou britanniques qui vivaient en Afrique au XVIIIe siècle ont eux aussi construit des maisons, non? Ils ont ouvert des ports, ils ont payé des taxes et ils ont embauché des gens. Est-ce que ça fait pour autant des Africains? Ou alors, est-ce qu'on doit les considérer comme les frères du village parce qu'ils l'ont fait? Non. Donc, pourquoi ce serait différent aujourd'hui avec la communauté libanaise? On achète chaque jour des marchandises en Chine. Je peux vous assurer que ça ne fait pas de nous des Chinois. Comprenons que dans les faits, ce que les Libanais ont construit en Afrique, ce n'est pas une intégration. C'est un réseau parallèle. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont bâti une présence, pas une appartenance. Et tout le monde le voit. Si un groupe vit 100 ans dans un pays, mais que après 100 ans, ils ne se marient presque jamais avec la population locale. Ils envoient leurs enfants étudier dans leurs écoles, parfois au Liban, ou même directement en Europe, plutôt que dans les écoles nationales. Ils créent leurs propres restaurants, leurs propres écoles, leurs propres mosquées, leurs propres crèches, même leur propre circuit économique, alors que ce groupe vit dans le pays. Donc, vous comprenez que ce groupe vit dans le pays, mais ne vit pas avec le pays. C'est différent. C'est vraiment ça la différence. La présence physique n'a jamais égalé la proximité culturelle. C'est comme quelqu'un qui vit 10 ans dans votre maison, mais qui verrouille toujours sa chambre, cuisine seul, mange seul, fait des courses seul, ne parle jamais avec vous. Vous pouvez dire, il habite chez moi. Mais vous ne pouvez pas dire, il est membre de ma famille. Prenons le cas d'un locataire. Ça peut être un locataire. Vous avez construit votre immeuble, vous vivez dans un appartement, vous avez mis les locataires dans les autres appartements. Rassurez-vous, ils ne font pas partie de votre famille parce qu'ils vivent dans le même bâtiment que vous. Non, ils ont leur vie en parallèle. D'ailleurs, vos problèmes ne les concernent pas. Les problèmes du bâtiment, c'est-à-dire du pays, ne les concernent pas. C'est uniquement quand ça touche à leurs intérêts qu'ils peuvent réagir. Mais ça, c'est parce que ça les embête un peu. C'est tout. Et les exemples de ce genre sont nombreux. En Côte d'Ivoire, combien de familles libanaises acceptent que leurs filles se marient avec des Ivoiriens? Presque aucune. Et quand ça se fait dans le sens inverse, vous verrez que c'est parce que l'homme, il a combattu sa famille avec toute la rage du monde. Et malgré tout, l'enfant, il n'est pas accepté pleinement. Au Sénégal, la majorité des commerçants libanais vivent entre eux, se marient entre eux, ne transmettent leurs affaires uniquement qu'à leurs enfants. Au Cameroun, la plupart des Libanais possèdent des entreprises, mais habitent dans des quartiers fermés, fréquentent les mêmes restaurants, les mêmes clubs privés et n'interagissent avec les locaux que dans le cadre du travail ou quand ils sont obligés, dans une affaire judiciaire par exemple. Sinon, ils n'interagissent pas avec vous. Ce schéma n'a rien à voir avec de l'intégration. C'est de la cohabitation utilitaire. Je suis ici parce que c'est un bon endroit pour faire le commerce. Point. Mais être intégré, c'est tout autre chose. C'est sentir que ton destin est lié à celui du pays. C'est participer à la culture locale, épouser ses enfants, partager son imaginaire collectif, être présent dans les valeurs communes. Les Libanais, pour la plupart, gardent une attache affective extrêmement forte à leur pays, au point où beaucoup rêvent d'y retourner finir leur jour. Et c'est là que son argument tombe, encore une fois. Il veut que la Côte d'Ivoire considère la communauté libanaise comme une extension culturelle de la nation ivoirienne. Alors que cette même communauté, dans son quotidien, ne s'est jamais comportée comme telle. Elle s'est toujours comportée comme une diaspora économique, pas comme une composante organique du pays. Une diaspora économiquement forte, influente, présente, mais une diaspora qui a choisi de rester un groupe à part. Dire « nous payons des impôts et créons des emplois », ce n'est pas une preuve d'intégration, c'est juste une preuve de bonne gestion d'entreprise. Point. C'est comme si, je ne sais pas, un Français vivant au Maroc disait « j'ai un hôtel, j'embauche des Marocains, donc je suis Marocain de cœur ». Non, tu fais du business. Et le business ne remplace pas l'appartenance culturelle. Ce n'est pas parce qu'on est là depuis longtemps qu'on s'est fondu dans le tissu national. Ce n'est pas parce qu'on contribue économiquement qu'on appartient symboliquement. Sans parler du racisme décomplexé et du très profond mépris qu'ils ont pour les Africains. C'est un niveau maladif. Ils vivent chez nous, mais ils nous voient comme des servants. Et ça, j'utilise le mot servant pour peser mes mots. Ils vous regardent comme des outils jetables. C'est pour ça qu'ils refusent le mélange. Et c'est tant mieux, hein. On n'est pas là pour commander un métissage avec les Libanais. Après, ce sera encore un plan pour nous absorber. Je veux juste faire comprendre qu'il est de très mauvaise foi ce type. Aujourd'hui, dans la liste des pays qui pratiquent encore l'esclavage, il y a le Liban. Et les Libanais se tapent la poitrine de pratiquer encore ça. Tout faire dans la maison. Mais son passeport, c'est nous qui le gardons. Pourquoi? Tu voyages pour travailler. Tu voyages pour gagner de l'argent. Tu voyages pour dire oui à tes employeurs. On les traite avec humanité, mais il y a le respect. Et une ligne rouge qu'elles ne peuvent pas franchir.
C'est ce que disent les critiques, et c'est ce qui ne va pas avec ce système. Vous pouvez accepter ça? Ce qui ne va pas avec ce système, C'est ce que disent les critiques. je ne pense pas que les droits de l'homme existent dans ce monde. Impossible. Peut-être en Europe, mais pas au Moyen-Orient. Je n'arrêterai pas ce business. Et ça, aucun Libanais qui nous demande de les accepter ne peut partager ça, ne peut réellement lutter pour ça. Ils vont faire une petite évocation comme ça, vite fait, passer là-dessus. Mais toujours, bien sûr, en aromatisant la pensée nauséabonde. Ouais, on n'est pas tous comme ça. Ouais, au Liban, il y a quand même des gens bien, et blablabla, et blablabla. J'ai rigolé quand il a posé la question. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? J'appelle ça l'art de se victimiser pour détourner la question. C'est un réflexe des manipulateurs, hein? Ne soyez pas surpris. Quand ils demandent pourquoi viser les Libanais, ils essayent de détourner la situation pour faire croire que toute cette affaire n'est qu'une attaque injuste contre sa communauté. C'est une technique classique, déplacer la discussion du terrain sociologique et historique vers celui de l'émotion. C'est la même stratégie que beaucoup utilisent lorsqu'ils veulent éviter les débats de fond en fait. Se présenter comme victime, victime d'une hostilité irrationnelle, plutôt que d'assumer la réalité que tout le monde voit. Mais la réalité, c'est que les critiques adressées à la communauté libanaise en Afrique ne sont pas racistes ou encore xénophobes. Elles sont structurelles, elles sont historiques, elles sont sociologiques et profondément liées à une absence de réciprocité qui dure depuis des siècles. Les Libanais en Afrique ne sont pas visés pour leur origine. Les Africains au Liban sont visés pour leur origine. Les Libanais en Afrique sont critiqués pour leur comportement collectif, pour leur mode d'organisation, pour leur manière de vivre à côté de la nation plutôt qu'à l'intérieur de la nation, pour leur refus de se mélanger, de s'intégrer, de participer à la vie intime du pays. D'un côté, ils encouragent au pire ou ignorent au mieux le traitement extrêmement cruel du Liban envers les Africains. Et c'est là que la question du pourquoi viser les Libanais devient presque ironique. C'est parce que la réponse est déjà simple. Les Libanais sont les seuls étrangers à s'installer en Afrique depuis un siècle qui ne se sont jamais complètement intégrés et surtout qui refusent que les Africains vivent chez eux. Je veux dire au Liban. On ne leur reproche ni leur succès économique, ni leur travail, ni leur longévité sur le continent. Ce que l'on reproche, c'est la déconnexion historique entre vivre en Afrique et faire partie de l'Afrique. Le truc, c'est que vouloir occuper une fonction de représentation, mairie, député, responsable politique, ça nécessite un lien intime avec la population, un lien que leur communauté n'a jamais cherché à développer. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas logique? Tu dis tu es ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne. Tes parents sont là depuis 1900. Tu veux te présenter aux législatives, tu veux être maire ou député dans ton pays que tu es ivoirien. Mais avant de faire, on va commencer par le commencement. On ne se marie pas ensemble. Nos enfants ne vont pas à l'école ensemble. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes dans votre coin. Comment tu as gouverné ou bien tu es député de quelqu'un même que tu ne te mélanges pas à lui? Tu vas être maire de quelqu'un que toi-même, c'est-à-dire que tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, dans la même école, les autres enfants. Mais ton député là, ton maire là, tu deviens maire par rapport à quoi? J'analyse, je ne comprends pas. Commençons par le commencement. Apprenons à nous mélanger. Faisons l'école pour que tout le monde... C'est-à-dire que dans vos écoles, là, les Ivoiriens doivent aller aussi fréquenter là-bas. C'est clair. La mosquée, ceux qui prient doivent aller prier. S'il y a église, on doit mélanger ensemble. Et puis après, il n'y a pas de problème. C'est la mondialisation. Tu vas quelque part, si tu es bien là-bas, mais vous êtes à part. C'est ça que je ne comprends pas. Tu as pas. Tu ne te mélanges pas avec quelqu'un. Mais tu veux le gouverner. Ça là, c'est quoi ça encore? Ouais. Wow. La victimisation ne va pas fonctionner. Pas avec nous. Pas ici. Parce que les Ivoiriens ne disent pas « nous ne voulons pas d'étrangers ». Ils disent « nous ne voulons pas que ceux qui ne se mélangent pas à la nation, ceux qui nous violent, ceux qui nous torturent chez eux, dirigent notre nation ». C'est une nuance capitale. Ça n'a rien à voir. Voyez vraiment l'aspect en grand. Au Liban aussi, il existe des élus étrangers naturalisés. Il a sorti cet argument et je trouve que cet argument est une insulte à notre intelligence. C'est la preuve qu'il ne nous respecte pas même. Parce que je ne sortirai jamais ce genre d'argument, un argument aussi bête dans un débat
dans ce genre de situation. Sauf si je méprise profondément mon interlocuteur et que je le trouve profondément idiot. Quand il dit au Liban, il y a des étrangers naturalisés qui deviennent députés. Il essaie de donner l'impression que son pays d'origine est un modèle ouvert, est un modèle accueillant, est un modèle moderne, presque cosmopolite même tant qu'on y est. Il cite les Arméniens, les Syriens. Il agite ça comme des preuves que le Liban aussi est un pays qui accepte les autres. Exactement comme la Côte d'Ivoire devrait faire selon lui. Accepter un Ivoirien d'origine libanaise à la mairie. Sauf que là, c'est un niveau de mauvaise foi historique et spectaculaire. Et il ne faut pas tomber dans son piège grotesque. Parce que le Liban, et tout le monde le sait, est l'un des pays les plus fermés au monde. Surtout quand il s'agit d'intégrer des communautés noires. Il suffit d'une seule question pour détruire son raisonnement. Quel Africain noir, je dis bien noir, a déjà été député, maire ou même simple conseiller municipal au Liban? Allons-y, dressons la liste. C'est pas possible, non? Parce que la réponse, c'est zéro, aucun. Ce n'est jamais arrivé. Et de toute l'histoire du pays, jamais. Donc, il peut te parler des Arméniens, oui, normal. Les Arméniens sont perçus comme proches culturellement. Il nous parle de Syriens, c'est normal. Ils parlent la même langue, ils sont dans la même région, ils ont la même culture. Mais des Africains, rien. Silence, vide sidéral. Et ce vide, il n'en parle pas. Parce qu'il sait très bien pourquoi. Les Noirs au Liban ne sont pas considérés comme des humains. Les Libanais eux-mêmes le reconnaissent en privé. Je peux prendre là d'un coup de tête 3 exemples tellement violents qu'on ne devrait même pas avoir besoin d'aller plus loin. Le système de la kafala. Le Liban fait partie des pays où les Africains sont placés sous de la servitude légale. Pas de liberté de mouvement, pas de droits élémentaires. On a des milliers de cas de violence, d'esclavage domestique, de confiscation de papiers. Donc, un député noir au Liban, le système ne laisse déjà pas les Noirs sortir seuls de la maison. 2. Les enfants nés au Liban sont considérés comme des étrangers. Les enfants noirs nés au Liban, déjà c'est interdit, mais admettons, l'enfant est né, il a grandi au Liban, il parle arabe et libanais, il y a vécu toute sa vie, mais il reste un étranger. Aucune naturalisation automatique, aucun accès au droit. Il n'a même pas le droit de rêver à un poste public. Alors imaginez un poste politique. D'ailleurs, le Sénégal a même répondu par une loi interdisant la naissance de Libanais sur son sol. Les femmes libanaises sont interdites d'accoucher au Sénégal. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Je ne sais pas ce que les autres pays africains font pour ne pas répondre de la même manière. Nos dirigeants sont toujours là en train de nous faire honte. Les médiocres gens qui nous dirigent. Ça me frustre chaque jour. 3e exemple, le racisme populaire ouvert. Il y a des vidéos entières que tout le monde a déjà vues montrant des Libanais appelant les Noirs esclaves, animaux, kous, abides. On a aussi déjà vu des pancartes avec écrit dessus No Africa dans certains commerces au Liban. Des agressions dans les rues, des assassinats de domestiques que l'on balance des balcons après des années de maltraitance. J'ai des dizaines de vidéos de ce genre. Impossible à montrer parce que YouTube va ban. Et c'est ce même pays-là que le gars cite pour justifier la possibilité en Côte d'Ivoire d'élire un maire d'origine libanaise. La comparaison n'est pas seulement fausse, hein. Elle est indécente. Et c'est pour ça que je dis qu'il nous prend pour des idiots. Et c'est la preuve qu'il ne nous respecte pas. Parce que si un noir ne peut même pas être un simple humain respecté au Liban, comment oser utiliser ce pays comme exemple pour demander à la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses institutions sans condition? Le message derrière devient donc grotesque. Chez moi, les noirs n'ont aucun droit. Mais chez vous, je veux tous les droits. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Même s'il utilise plein de mots ou alors tourne autour en parlant de juridique, de diversité, de communauté utile. Voilà ce qu'il demande. Vous n'avez aucun droit chez nous, je m'en fous. Moi, je veux tous les droits chez vous. Voilà ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je reviens dessus. Il ne nous respecte pas. C'est pour ça qu'il insulte notre intelligence. Son argument sur les élus étrangers au Liban ne tient que si on efface totalement la réalité du pays. Le problème, c'est que on connaît les faits. La vérité, c'est que le Liban n'a jamais été un pays ouvert aux Africains. Jamais. Et tant que cette réalité ne change pas, utiliser cet exemple dans un débat ivoirien n'est pas seulement inapproprié, c'est malhonnête. Quand il dit les Libanais naturalisés ont les mêmes droits que les Ivoiriens d'ascendance, donc ils doivent avoir les mêmes chances, il utilise une fois de plus une vision ultra scolaire de la nationalité, en mode un monde où la loi suffit à effacer l'histoire, à effacer les traumatismes, à effacer les rapports de force, à effacer les communautés et même à effacer les réalités du terrain. C'est une manière très confortable, parce qu'il est riche, de voir les choses.
Parce que ça permet d'éviter les questions essentielles. Et surtout, c'est lui qui est en position de force. Il est riche. Un droit écrit n'est pas un droit accepté. Dans la vraie vie, la citoyenneté, ce n'est pas un document légal. J'ai été clair ici en début de propos. Dire même droit égal, même chance, c'est un peu comme dire que tout le monde peut devenir milliardaire parce que la loi ne l'interdit pas. Oui, sur papier, c'est vrai. La loi ne t'interdit pas d'être milliardaire. Mais dans les faits, 99,9% de la population n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que la loi n'efface pas les inégalités, les perceptions, l'éducation, les barrières scolaires, les barrières sociales, les rapports d'appartenance, les identités collectives et j'en passe. Le droit, c'est de la théorie. La société, c'est la pratique. Et souvent, les deux ne se rejoignent pas. Ils oublient que la société ivoirienne a une histoire extrêmement sensible liée aux questions étrangères en règle générale. Notamment depuis la décennie de 1990, l'ivoirité, les coups d'État, les tensions politiques et j'en passe. Tu ne peux donc pas débarquer dans un pays avec des cicatrices identitaires aussi récentes et prétendre que tout est juste juridique. Non! Jusqu'à il menace de porter plainte aux gens qui diront qu'il n'est pas ivoirien dans son live avec Makosso. Vous êtes candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Vous avez entendu ça? Je vais tout vous le dire. Ces gens peuvent agir comme ça chez nous parce qu'ils ont la complicité de nos forces de l'ordre qui, pour un peu d'argent, laissent les étrangers faire ce qu'ils veulent. J'aimerais bien voir, une seule fois, un noir au Liban menacé de porter plainte contre un autre Libanais qui le traite d'étranger. J'aimerais voir un noir qui amène en prison un Libanais au Liban. Quand les gars font ce genre de menaces, c'est parce qu'ils savent sur quoi est-ce qu'ils comptent, non? N'est-ce pas, ils ont l'argent. N'est-ce pas, ils connaissent 2-3 commissaires, 2-3 personnes haut gradées qu'ils peuvent graisser la main. C'est pour ça qu'il est important que nos autorités arrêtent ça. On pense toujours que ça ne change rien à titre individuel. Ça va. On prend leur argent, on les traite comme des rois et puis c'est tout. Mais nos autorités oublient que ces gens-là ne sont polis avec eux que parce qu'ils portent l'uniforme de l'autorité. Sinon, ils vous auraient craché dessus. Il faut que l'on regarde un point que presque personne n'ose réellement aborder. C'est l'avenir. On doit comprendre que ce débat n'est pas seulement une querelle juridique. C'est un enjeu civilisationnel. L'histoire est remplie d'avertissements. Les peuples qui ne protègent pas leur souveraineté finissent dirigés par ceux qui n'ont jamais eu une once d'amour pour eux. Dirigés par des gens qui les haïssent à la limite. Il existe des précédents partout dans le monde où des communautés minoritaires, littéralement tolérées à la base, pour faire du commerce, ont fini par prendre le contrôle politique, militaire et économique du pays. Comme ça, toute une région étrangère passait sous leur contrôle. Pas parce qu'elles étaient plus nombreuses, mais parce qu'elles étaient plus organisées, plus solidaires. Et parce que les autorités locales ont fermé les yeux à l'échange de quelques billets. Le cas le plus proche du continent, c'est la Mauritanie. Au départ, c'était un pays majoritairement noir. Aujourd'hui, c'est toujours un pays majoritairement noir. Mais le pouvoir, l'armée, les hautes fonctions et la définition de l'identité nationale sont capturés par une élite arabo-berbère qui ne permet quasiment jamais l'accès des Noirs au sommet de l'État ou à certains postes ou avec un certain argent. Les Noirs en Mauritanie, dans leur propre pays, sont encore appelés esclaves. Ils sont exclus de certains postes, ils sont exclus des questions et la question de l'égalité n'est même pas un débat. Il est enterré. Un Noir ne peut pas être l'égal d'un arabo-berbère dans sa propre maison en Mauritanie. Mais bien sûr que non. Ça ne fait même pas un débat. Si tu veux même soulever la question, on va dire, oh non, laisse-nous ça. Essayons plutôt de définir qu'est-ce qui est mieux entre la bière X et la bière Y. C'est un débat plus passionnant. Parce que là-bas, ce n'est même pas une question qu'on se pose. Et comment est-ce que c'est arrivé? Parce que les autorités ont minimisé le problème pendant un siècle. Ils pensaient que la cohabitation allait suffire, non? La cohabitation. Voilà donc la cohabitation aujourd'hui. Vous êtes relégués en sous-homme chez vous. Ils se disaient que non, l'économie suffit. J'ai un peu d'argent. Ils me donnent un peu d'argent. Je nourris ma famille, je fais les beaux quartiers. Voilà donc le résultat. Il y a certains qui pensaient même que voilà, le temps allait tout arranger. Ça s'est empiré. Le temps n'a rien arrangé. Il a simplement solidifié la domination. Regardons aussi l'Afrique du Nord. Avant, l'Afrique du Nord était profondément noire. L'Égypte antique, c'était des Africains noirs. La Libye antique, c'était des Africains noirs. L'Algérie, c'était des Africains noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Des vagues successives d'invasion, de domination, puis d'effacement culturel, administratif et militaire. Aujourd'hui, les Noirs, ils sont marginalisés, méprisés et invisibles dans le récit officiel. N'ont jamais existé dans les pays là. En Libye, le phénomène est encore plus violent parce qu'il y a des marchés d'esclaves noirs uniquement qui ont apparu. Preuve
que la chute d'un État ouvre toujours la porte au pire modèle d'organisation sociale. On pourrait croire que ces exemples sont lointains, mais ils ne le sont pas. L'Afrique est un continent où la domination se déplace. Elle ne disparaît jamais. En Argentine, par exemple, un pays autrefois peuplé de Noirs, amené par millions de forces pendant l'époque coloniale, toutes les populations noires ont aujourd'hui quasiment disparu de la nation. Ce n'est pas la magie. Ils ont disparu par l'exclusion, la marginalisation et la politique silencieuse du blanchiment démographique. Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, à Lionel Messi, à Buenos Aires, on pense à Maradona, au maté, au drapeau bleu et blanc, mais on ne pense presque jamais aux Noirs. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, moins de 1% des Argentins se déclarent afrodescendants. Dans les rues de Buenos Aires, comme dans les manuels d'histoire ou les plateaux télé, les visages noirs sont presque absents. Comme si cette population n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait jamais compté. Et pourtant, il fut un temps où les Noirs représentaient jusqu'à 1/3 de la population de Buenos Aires, où ils combattaient dans l'armée, travaillaient dans les ports, bref, jouent un rôle central dans la vie culturelle et économique du pays. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette disparition? Comment une population si présente a-t-elle pu devenir invisible? Aujourd'hui, on va parler d'un effacement. Pas un effacement soudain, brutal, spectaculaire, un effacement lent, méthodique, silencieux. On va parler des Noirs d'Argentine et de la manière dont un pays tout entier a tenté d'effacer leur mémoire. Le Soudan, au départ, était complètement noir. Comme d'hab, les Arabes ont débarqué. Maintenant, il y a le Soudan du Nord, Soudan du Sud. Ceux du Nord sont arabes, plus ou moins arabisés, profondément racistes et négrophobes. Leur objectif, c'est de dégager les Noirs et ils ne vont pas aller par le dos de la cuillère. C'est une guerre raciale, ethnique, on l'a bien compris. Alors, quand un Libanais dit que nous voulons être maires et députés, il faut bien que l'on comprenne le mécanisme. La prise de pouvoir commence toujours par des fonctions locales, jamais par le sommet. Aujourd'hui, c'est maire. Demain, ce sera député. Après-demain, ce sera vice-président. Et dans 20 ans, celui qui vous dit aujourd'hui, je veux juste servir la commune, deviendra le chef militaire. Et c'est lui qui va décider qui a le droit d'être protégé et qui n'a pas le droit d'être protégé. Et ce ne sera pas les Noirs ivoiriens. C'est comme ça qu'une domination s'installe, lentement, silencieusement, légalement, avec la complicité passive des autorités, police, gendarmerie, préfet, juge, ministre, qui reçoivent un peu d'argent en vendant le pays. Et c'est là que l'exemple du Liban devient inquiétant. Les pratiques d'un pays voyagent avec ses élites et avec ses peuples. Si une communauté entière reproduit en Côte d'Ivoire les logiques d'endogamie, de fermeture de clans, de protection interne et de mépris des Noirs dans leur propre pays, ils vont prendre le modèle là, le modèle libanais, et ils vont importer ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un système où les Noirs ne peuvent pas déposer plainte contre un membre de la caste. Oui, un système où les forces de l'ordre agissent selon un rapport de force et non un rapport de justice. Un système où l'accès au pouvoir devient réservé à eux, uniquement aux Libanais. Un système où la société se divise en premiers citoyens et citoyens tolérés. De toute façon, c'est parce que ce n'est qu'une main-d'œuvre servile. Donc, si on ferme les yeux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cet exemple-là, le pays pourrait basculer demain dans un schéma où une élite extérieure, non intégrée et non réciproque, occupe les postes clés sans jamais ouvrir ces mêmes postes clés aux Ivoiriens dans leur propre pays d'origine. C'est comme ça. L'histoire nous dit une seule chose. Ceux qui redéfinissent les lois redéfinissent ensuite qui est un citoyen et qui n'est plus un citoyen, vu que ce n'est qu'une question de loi, non? Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent être très lucides, vigilants et extrêmement fermes. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du rejet aveugle, c'est l'instinct de suivi. Et vous devez prendre ça très au sérieux. Des nations entières ont disparu à cause de ça. J'ai cité quelques-unes. Ne déplacez pas ce débat, ne déplacez pas ce sujet. Ce n'est pas une question de droit, de papier, de qui est Libanais sur papier ou pas. C'est une question d'avenir, de futur, c'est une question d'invasion, c'est une question civilisationnelle. Que personne ne vous dise le contraire. Et on connaît tous à quel point la cruauté envers les Noirs est banalisée. N'acceptez pas ça chez vous. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Chaque planète a sa propre guerre.